L'heure de l'invité de la rédaction. Quelle diplomatie pour la France et l'Europe en Ukraine, alors que Joe Biden annonçait hier soir une nouvelle aide à Kiev à hauteur de 33 milliards de dollars, dont 20 directement destinés à l'armement. Comment Paris et Bruxelles peuvent rivaliser face au rouleau compresseur militaro-industriel américain? Élément de réponse avec le président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, Emmanuel Dupuis. Emmanuel Dupuis, bonjour. Bonjour. Alors je le disais à l'instant, Washington annonce sortir le chéquier pour l'Ukraine. Selon vous, quelles vont être les réactions côté européen après cette annonce? On peut s'attendre à ce que les 27, eux aussi, débloquent des fonds supplémentaires pour Kiev? Alors c'est déjà le cas, puisque l'Union européenne a mobilisé exceptionnellement un nombre considérable d'euros, puisqu'on parle de désormais 1,5 milliard d'euros dans le cadre de la Facilité européenne pour la paix. Donc là, c'est directement de l'achat d'armement sur lequel les Européens se sont entendus. Mais bien évidemment, il faut avoir à l'esprit que l'Union européenne, c'est 27 États, et que parmi ces 27 États, il y a un nombre d'États plus impliqués que d'autres. Prenons juste le cas de l'Estonie, qui consacre désormais 1% de son PIB à l'aide directe à l'Ukraine, l'accueil, évidemment, l'aide humanitaire, l'accueil des réfugiés, et puis évidemment, ne pas l'oublier, la fourniture d'armement. Mais néanmoins, on a depuis maintenant une semaine une sorte d'escalade, une montée en puissance, un rouleau compresseur, comme vous l'avez justement évoqué, américain, avec lequel les Européens auront beaucoup de mal à rivaliser. On évoque 33 milliards d'euros supplémentaires qui ne sont pas encore votés par le Congrès, donc 20 milliards pour l'armement. Les États-Unis ont déjà livré près de 3,7 milliards de dollars d'armement, c'est-à-dire à peu près 80% du budget de la défense ukrainien. Mais maintenant, la balle est dans le camp européen. En tout cas, la dimension de la diplomatie européenne devrait, dans les jours qui viennent, être plus active. Le président Emmanuel Macron est désormais réélu. Le Bundestag allemand a voté hier soir à une écrasante majorité, 586 de ses 693 membres ont voté l'urgence et confirmé la nécessité d'armer l'Ukraine. Donc il y a maintenant une attente d'une action plus que symbolique, diplomatique européen qui est attendue à l'Ukraine. Je crois d'ailleurs que le président Zelensky le répète souvent, et il serait temps que Emmanuel Macron et Olaf Scholz, ce chancelier allemand, se rendent à Kiev. Vous le disiez justement, très actif au début de la crise, Emmanuel Macron s'était mis en retrait pour sa réélection. Maintenant que c'est assuré sur le plan national, est-ce que le président français, avant de se rendre à Kiev peut-être, va reprendre son costume de leader de la diplomatie européenne ? Alors ça dépend sous quelles conditions. S'il s'agit de venir à Kiev, comme le président Volodymyr Zelensky l'appelle de ses voeux, pour constater la notion de crime de génocide, ou pour, d'une certaine façon, être admonesté par le président ukrainien comme quoi certains pays européens devraient en faire plus. J'évoquais l'Allemagne qui jusqu'à présent avait dit qu'elle livrerait des armements, mais elle ne l'a pas encore fait. La France n'a livré que pour 100 millions d'euros d'armement. C'est oublié que dans le cadre de la Facilité européenne pour la paix, la France contribue à hauteur de 18% de cette facilité européenne. Mais en tout cas, ça dépend des conditions. En tout cas, il est nécessaire que le président en exercice du Conseil de l'Union européenne, Emmanuel Macron, le président en exercice du G7, le chancelier Olaf Scholz, soient remobilisés sur le plan diplomatique pour ne pas laisser totalement la main au Premier ministre britannique, Boris Johnson, qui lui s'est déjà rendu à Kiev, ou aux Américains. Pour l'instant, une visite de Joe Biden n'est pas à l'ordre du jour, mais déjà celle du secrétaire d'État Anthony Blinken et du secrétaire de la Défense Lloyd Austin montrent à quel point les Américains sont en train de reprendre l'initiative sur tous les plans. Militaire, c'est une évidence. Économique, avec un paquet de sanctions qu'ils veulent renforcer. On parle d'un 6e paquet de sanctions dans quelques jours, mais également diplomatique. C'est pour cette raison que Volodymyr Zelensky, dans sa dernière conférence de presse, n'a fait référence qu'au soutien permanent depuis 2014 de la Grande-Bretagne et des États-Unis en n'évoquant pas celui des Européens. Mais dans ce contexte des bombardements hier, alors que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, était à Kiev, des bombardements qui ont fait un mort, on l'apprend à l'instant, est-ce que se rendre dans la capitale ukrainienne n'est pas dangereux, comme l'a fait Boris Johnson avant, Antonio Guterres hier, mais pour Emmanuel Macron ou Olaf Scholz, est-ce qu'avec ce contexte de bombardement russe maintenant, ça devient quand même dangereux d'y aller ?
Bon, c'est dangereux déjà depuis 63 jours. Et du reste, si Antonio Guterres s'y est rendu, si Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, ainsi que Charles Michel, le président du Conseil européen, ainsi que le président polonais, estonien, lituanien, letton, le chancelier autrichien se sont rendus à Kiev, a priori, il n'y a pas de raison que Emmanuel Macron et Olaf Scholz ne s'y rendent pas. La question n'est pas que Kiev soit plus dangereux qu'avant. Kiev a toujours été, tout comme tout le territoire ukrainien, sous la menace des bombes et des tirs de missiles russes, savamment dosés, millimétrés, alors que la conférence de presse d'Antonio Guterres et Volodymyr Zelensky se terminait quelques minutes après ce tir de plusieurs missiles calibres sur Kiev advenait. Donc évidemment, c'est l'ordre symbolique, mais les ambassades occidentales sont toutes quasiment revenues à Kiev, et je pense que le symbole en matière de politique internationale est fort, est important, et je crois que Emmanuel Macron, qui s'est rendu à Moscou, désormais doit se rendre à Kiev. Alors vous le disiez au début de votre propos, on s'oriente vers une intensification du conflit en Ukraine. Les pourparlers de négociations de paix sont au point mort. Bruxelles et Washington dans la même dynamique pour le moment, plutôt priver la Russie de ses ressources et aider l'Ukraine que de discuter. Oui, avec un paradoxe, c'est que le front européen qu'on avait mis en exergue et qui est une réalité, l'unité européenne, l'unité des Européens au sein de l'OTAN est un peu en train de se fissurer à mesure que la riposte russe se met en place. On a eu cette confirmation hier quand la Pologne et la Bulgarie se sont retrouvées privées de gaz russe. On le sent d'autant plus que certains pays sont en train de, non pas contourner les sanctions, mais de faire en sorte de ne pas être privés de ce gaz russe. On pense notamment à l'Autriche et la Slovaquie qui sont en train de réfléchir finalement à l'achat de gaz russe en roubles, donc doléance qu'avait faite le président russe. Paradoxe absolu, les sanctions finalement fonctionnent. On a importé 20% en moins de pétrole. L'Union européenne, des pays de l'Union européenne ont importé 20% en moins de pétrole, 40% en moins de charbon, mais paradoxalement ont augmenté leur importation de gaz. Donc la vraie question, c'est est-ce que l'unité va aller jusqu'à cette arme de destruction massive économique qui est l'arrêt sur l'initiative européenne et non pas sur initiative russe de l'achat de ce gaz russe. Pour rappel de vos auditeurs, depuis le début de ce conflit, 63 jours, c'est 46 milliards d'euros que les pays européens ont donné via la banque de Gazprom Bank en Suisse, à la Russie, et d'une certaine façon, 46 milliards d'euros aux comparaisons des 60 milliards d'euros du budget de la défense russe montrent à quel point on est un peu dans le double langage. Certes, nous sommes fermes vis-à-vis de la Russie, mais nous continuons quand même toujours à contribuer indirectement à son effort de guerre. Et enfin, dernière question, Emmanuel Dupuis, si Washington est vraiment trop va-t-en-guerre, si j'ose dire, est-ce que l'Europe pourrait se dissocier des États-Unis pour conserver un semblant de relation avec la Russie? C'est ce que vous commenciez à dire. Alors, je pense qu'il y a, du point de vue américain et du point de vue européen, une petite différence minime, mais elle existe par rapport à la finalité de ce conflit. Les Américains semblent penser que l'enlisement actuel des forces russes dans le Donbass et le fait que la Russie ne pourra pas, in fine, envahir l'Ukraine, lui donne l'opportunité, et c'est vrai dans le discours de Joe Biden hier soir, celui de Lloyd Austin à Ramstein il y a quelques jours, confirmerait l'idée que les Américains veulent en profiter pour affaiblir encore plus la Russie et ne pas laisser à la Russie un échappatoire diplomatique qui, in fine, permettrait d'arrêter cette guerre. La diplomatie européenne est peut-être un peu en déphasage avec cette idée et qui se contenterait, si je puis m'exprimer ainsi, d'un cessez-le-feu qui permettrait évidemment de reprendre la négociation avec la Russie. Peut-être est-ce là l'objet d'une singularité diplomatique que la France, parce qu'elle préside encore pour 2 mois, quelques jours, le Conseil de l'Union européenne, devrait mettre en avant. Merci beaucoup Emmanuel Dupuis d'avoir été notre invité ce matin en direct. Merci à vous. Merci à vous, bonne journée, au revoir.